Lorsque personne n'a les 20%, lorsqu'il y a un vide, on va s'attendre à quoi? C'est ça l'inquiétude de la société civile actuellement. Les questions électorales ne sont pas détachées des questions de cohésion sociale. L'élection, je dirais que c'est cet élément-là qui fixe ou qui ficelle les relations en société. Et donc, que vous soyez dans le domaine des banques, du travail, des affaires et autres, tant que le climat social, tant que le climat politique n'est pas favorable, vous ne pouvez rien. C'est pourquoi, quand on parle des questions du code électoral, il ne s'agit pas d'une question qui ne regarde que les acteurs politiques. C'est une question qui regarde tout le monde, que vous soyez politique ou non, peu importe. C'est une question qui nous regarde parce que, vous l'avez vu dans certains pays, dans notre pays en 2019, ceux qui ont perdu la vie ne sont pas ceux-là qui avaient programmé perdre la vie. Ceux qui ont perdu la vie en 2021 ne sont pas nécessairement des gens qui avaient programmé perdre la vie. Et donc, cela peut arriver à tout le monde. C'est pour cela que nous avons tous intérêt à travailler ensemble, main dans la main, pour que nous puissions avoir ou carrément nous puissions nous entendre sur les règles qui vont définir les échéances prochaines. Et vous savez, c'est la première fois depuis le renouveau démocratique que notre pays aura des élections générales. Donc, 3 élections de suite dans un contexte apolémique. Et je pense que nous avons beaucoup intérêt à travailler pour que les inquiétudes qui sont en train de naître puissent trouver leur solution peut-être dans le dialogue ou davantage dans l'explication de ce que certains ou l'on n'aurait pas compris ou encore dans la mise en conformité, en tout cas de ce que l'on est en train de reprocher au code. Adam Sono-Kondé, repréciser réellement la position de l'opposition que vous représentez autour de ce tableau. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous me donnez de dire en fait ce qui gêne dans ce code. Je veux donner 5 points. Le premier point, c'est d'abord la publication de la liste électorale, qui est une pièce maîtresse des élections. Vous imaginez, la loi dit, vous ne pouvez pas être candidat si vous n'êtes pas électeur. Donc si vous n'aviez pas votre nom sur la liste électorale, vous ne pouvez pas prétendre être candidat. Et on demande de déposer les dossiers de candidature avant la publication de la liste électorale. Vous ne savez même pas si vous êtes d'abord électeur. Et si vous le faites, s'il s'avérait que vous n'êtes pas éligible, eh bien, vous ne remplissez pas les conditions, votre parti ne peut plus vous remplacer, eh bien, la candidature est purement et simplement annulée. J'aimerais bien comprendre pour les téléspectateurs qui nous regardent. J'ai 18 ans, je sais que je suis électeur. Oui, mais il faut être inscrit, il faut avoir votre nom sur la liste électorale. Je devrais l'avoir. Si vous n'avez pas votre nom sur la liste électorale, mais vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. A priori, vous ne savez pas. Il faut que cette liste soit publiée pour que vous en ayez les preuves. Premièrement. La liste d'abord avant. La liste passe d'abord. Bien sûr, il faut être sûr que vous êtes électeur. Première chose. Deuxième chose, on vous demande d'avoir 28 parrains, maire ou député. 28 parrains, maire ou député. Pour ce qui est des démocrates. Et ces 28 députés doivent provenir d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales. Absolument. Bon. Si vous prenez le cas des députés et du parti Les Démocrates, nous en avons 28 et proviennent exactement des 3/5 des circonscriptions électorales. Ça veut dire quoi? S'il y a un qui est indisposé, qui est empêché de donner son parrainage, on est fort clos. Plus grave, quand vous prenez l'article 93 qui dit que le PV de compilation des résultats de l'arrondissement, vous savez, il y a 3 niveaux de compilation. Le premier niveau, c'est au niveau du bureau de vote. Deuxièmement, c'est au niveau de l'arrondissement. Et troisièmement, la Sénat. Et la Sénat utilise les PV des arrondissements et non pas les PV des bureaux de vote. Et l'article 93 dit que les PV des compilations de l'arrondissement, l'article est là, il peut lire, est fait en 4 exemplaires. Le premier exemplaire, c'est à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême selon l'élection. Le deuxième, c'est à la Sénat. Le troisième, c'est pour le coordinateur d'arrondissement. Et le quatrième, c'est affiché. Alors que l'ancien code dit, on fait des copies pour les représentants des partis. Ici, la loi dit 4. Même si le coordinateur d'arrondissement a la volonté de donner copie au parti, il trouvera ces copies où? Donc, si vous n'avez pas les PV de compilation de l'arrondissement, c'est ça qui constitue les preuves
puisque c'est ça que la Sénat va utiliser. En cas de contentieux, on vous dira que les PV des bureaux de vote sont caduques. C'est ça qu'on a entendu. Donc le troisième point. C'était le troisième point. Le quatrième, c'est l'article 130. Et là, je veux que le peuple m'écoute très bien. L'article 130 dit, au second tour, on a 2 duos, je parle des élections présidentielles, 2 duos qui vont au second tour. Et l'article 130 dit, le duo qui reste seul en lice par désistement, par empêchement ou par décès de candidat est proclamé élu. Ça veut dire quoi? Au second tour, quand on a 2 duos, si le candidat titulaire d'un duo, par exemple, arrivait à décéder, il n'y a plus de vote, le second est proclamé élu. L'article est là, on peut lire si vous voulez. Alors, dans le cas qui est le nôtre aujourd'hui, on a déjà vu UP et BR qui ont fait un accord de gouvernance. Donc, ils pourraient désigner un seul candidat comme ils l'ont fait en 2021. Et le troisième parti qui remplit les conditions pour désigner un candidat au présidentiel, c'est le parti LD. Donc, si le parti Les Démocrates désigne un duo et que BR et UPR désigne un duo, ça veut dire qu'on est dans le cas de figure d'un deuxième tour parce qu'on n'a que 2 duos. Si on arrive à empêcher au candidat de LD d'aller, ça veut dire que le seul duo qui reste en liste, selon l'article 130, est d'office élu. Ça veut dire qu'on pourrait avoir même un président de la République et vice-président de la République sans vote. Quelle démocratie! Vous pensez être visé par cet article? C'est le peuple qui est exclu cette fois-ci. Ce n'est plus les partis politiques. C'est le peuple qu'on veut exclure. L'article là, je n'invente rien, on peut lire. Dernière chose. Vous avez dit 5 points. L'article 146, qui parle bien entendu des 20% par circonscription électorale. Les élections passées, on a vu. 2023, aucun parti n'a pu avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Et aujourd'hui, avec l'accord que nos 2 partis siamois ont signé, ça leur coûte quoi de dire, par exemple, toi, BR, il faut voir parmi les 24 circoncisions, la circoncision où tu peux mettre tous tes moyens pour empêcher au parti LD d'avoir 20%. Les 23 autres, ne t'en occupent pas. Nous, UPR, nous allons nous en occuper. C'est l'interprétation que vous faites. De toutes les façons, pour calculer le seuil de 20%, on fera le cumul de nos voix. Et c'est ce que la loi dit. Quand vous avez un accord, pour voir si vous avez le seuil de 20%, on met ensemble vos voix. UPR et BR vont fusionner leurs voix. S'ils atteignent 20%, si le cumul fait 20%, les deux ont rempli le seuil de 20%. Donc, c'est bien possible qu'on dise, eh bien, puisque nous sommes 2 contre 1, alors organisons-nous pour que toi, tu t'occupes d'une seule circonscription électorale pour faire tomber notre adversaire et les 23, nous allons nous en couper. Et c'est une possibilité qui vous inquiète. Pensant qu'avec l'article 93, où on va leur empêcher d'avoir des preuves pour revendiquer, puisqu'il n'aura pas le PV de compilation de l'arrondissement, eh bien, on va s'en sortir. Parce que si vous n'avez pas les preuves, même si on dit que c'est devant tout le monde, on a fait la compilation en cours de route, là où c'est mis 200, on peut mettre 20. Vous n'avez aucune preuve pour contester de toutes les façons. La loi dit, vous avez vos éléments qui sont venus récolter les résultats. Après, on les a affichés. Quelle est l'inquiétude? Je n'ai pas, je ne la comprends pas. Vous avez la parole. Alors, il faut d'abord relever que les modifications qui ont été apportées à ce code, ces modifications ont été introduites en pièces détachées. Le code a été révisé. Le code a été révisé 3 fois. Ça, c'est le mécanicien. D'accord, Lui, 3 c'est le fois. couturier. En 2018, Non, en du tout 2019 pas. Moi, je et en vous explique les 2024. choses. Et les 3 révisions n'ont pas porté sur les mêmes articles. En 2018, les articles qui ont été modifiés ne l'ont pas été en 2019, c'est d'autres articles. Et en 2024, c'est encore d'autres articles. Ça veut dire que c'est en 2024 qu'on a bouclé maintenant la modification. L'article 93 a été modifié en 2019. Nous avons pratiqué cet article en 2023, lors des élections législatives. Et quand nos représentants sont au chef-lieu de l'arrondissement pour la compilation de l'arrondissement, les coordonnateurs leur ont dit qu'il est prévu 4 copies du PV.
Donc, on n'en avait pas droit. Comme c'est la loi, on n'a pas forcé. On s'est contenté des PV des bureaux de vote. Quand on a estimé que les résultats proclamés n'étaient pas conformes à la vérité des urnes, on est allé auprès du juge des élections. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Non, vous faites bien, en fait, conformément à la loi. Le juge dit, amenez les preuves. Nous avons apporté les preuves des bureaux de vote. Il dit non. Dès lors que les PV des arrondissements sont disponibles, les autres sont caducs. Et la loi dit de ne pas nous donner copie de ces PV. Où est-ce qu'on aura les preuves? Ça veut dire que la loi a favorisé la fraude à ce niveau. C'est-à-dire que en refusant de nous donner copie des PV de l'arrondissement, puisque c'est l'autre camp qui a toutes les institutions en charge de l'organisation des élections, eh bien, même si le coordinateur ou je ne sais qui, s'il y a eu des modifications des chiffres, nous n'avons pas les preuves. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il dit qu'on n'a pas encore pratiqué la loi de 2024, il y a déjà des articles que nous avons pratiqués en 2023 et nous savons ce que ça a donné. Et le juge nous a dit qu'il fallait obtenir ces PV par tous les moyens. Je ne sais pas ce qu'il appelle tous les moyens. Fallait-il faire la violence? Je note que n'en les sais PV rien. sont affichés. Vous dites que les PV affichés sont quels PV? C'est ce qui est affiché qu'on va donner au juge. Suivons-nous, et on va s'écouter. Lorsqu'il y a il y a la nécessité de donner des preuves. Et que la loi dit que vous n'aviez pas droit à ces preuves. Oui. C'est quelle loi ça? Vous n'avez pas droit à exhiber des preuves. On dit au niveau de l'arrondissement, quand on fait les compilations, la loi n'a pas prévu qu'on nous donne de copies. Et en cas de contentieux, quand vous allez chez le juge, ce sont ces preuves que le juge vous demande. On peut se compléter. J'aimerais bien, malgré les points de vue différents, qu'on se complète. Les contentieux, ce n'est pas que l'opposition qui peut les avoir. Par exemple, en fait, je dis le cas qu'on a vécu. S'il vous plaît, si la mouvance a, par exemple, monsieur, des contentieux, s'il vous plaît, vous allez relever, a des contentieux, est-ce qu'il y a une meilleure formule que prévoir les tests pour vous, par exemple, de montrer aucune formule n'est prévue. M. Aguiar n'a pas la clé du problème, mais il faudrait quand même qu'il reconnaisse la réalité des textes. Alors, la qualité d'une compétition vient de l'acceptation des règles de la compétition par les compétiteurs. Quand vous allez à une compétition et que les compétiteurs ne se retrouvent pas dans les règles de la compétition, il y a déjà problème. Donc, pour avoir des élections transparentes et apaisées en 2026, il faudrait qu'on s'entende sur les règles de la compétition. Et ce n'est pas une première au Bénin. À un moment donné, les règles n'ont plus favorisé certains compétiteurs, si on peut le dire. Ce n'est pas que les règles ne favorisent pas, mais les règles veulent nous sortir de notre champ démocratique. Et c'est ça que nous défendons. Donc, ce qu'il faut faire, je disais que ce n'est pas une première au Bénin. En 2011, quand le président Yahi Boni a instauré la liste électorale permanente informatisée, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avaient estimé que ce n'était pas inclusif. Le président écoutait, il dit, bon, ok, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, il faut reprendre. Ça a été repris, oui ou non? Mais cette fois-ci, ils sont au pouvoir. On leur dit, la loi qui va permettre l'organisation des élections générales, elle n'est pas une loi qui favorise l'inclusion, la transparence et la justice. Donc, il faudrait qu'on s'asseye pour voir les points qui ne sont pas clair, ce qu'il faut élucider, qu'on s'asseye et qu'on s'entende sur les règles du jeu. Mais pourquoi ils s'opposent? Il faut aller au-delà du vote à l'Assemblée nationale. Dialogue. Il faut aller. Non, avant l'Assemblée nationale, il faut d'abord un dialogue, qu'on s'entende. Parce que quand on dit qu'il faut aller à l'Assemblée nationale, la société civile ne sera pas là. Les autorités religieuses ne seront pas là. Il y a un certain nombre d'acteurs. Vous avez compris. C'est-à-dire qu'il faut, les lois sont votées, promulguées. Il faut aller au-delà. Il faut relire. Il faut relire. En fait, on dit la même chose à peu près. Une loi votée peut être relue. Mais avant d'aller à la relecture à l'Assemblée, il faut d'abord des assises. Très bien. Où tous les acteurs politiques et sociaux vont se retrouver. Ils vont s'entendre sur ce qu'il faut pour avoir des élections inclusive, transparent et juste. Et c'est ce qui sera retenu à ces assises qui sera envoyé au Parlement pour que
représentants votent. Parce que si vous dites d'aller au Parlement, ceux qui se disent majorité mécanique, ils peuvent dire bon, c'est bon, et ils reconduisent les mêmes erreurs. Alors, c'était pas ça mon idée. Bref, je sais que vous avez compris. Il faut une assise. C'est que vous démontrez là que ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, c'est un vote. Il faut aller au-delà. Donc, des assises et un avoir la souveraineté. Un consensus avant le Parlement. Quelle autre voix peut porter ou peuvent porter dans ce débat? Parce que ça semble, même si c'est la dynamique entre acteurs politiques, ça semble ne pas donner un paysage, un climat très clair à quelques mois des élections, et c'est source d'inquiétude des uns et des autres, au-delà des acteurs politiques. Vous avez parlé d'assises, vous avez parlé de dialogue. Pendant longtemps, la société civile a joué son rôle dans ce pays pour qu'on en soit là où on est aujourd'hui. Et le faisant, on a beaucoup plus d'espace dans ce débat. On en a besoin en réalité. On en a besoin. Et puisque déjà, le sujet porte déjà, je ne dirais pas polémique, mais il y a beaucoup de débats autour du sujet. Et on ne s'entend pas. Si déjà on reconnaît qu'à un niveau donné, il y a difficulté, je ne pense pas quand même que c'est l'un ou l'autre qui va refuser qu'on se mette ensemble, qu'on puisse relire, on puisse revoir le texte et retoucher les points chrysogènes ou conflictuels. Et le faisant, c'est toujours pour la bonne marche de la démocratie. On ne va pas quand même attendre à être confronté au dernier moment et au moment où on n'aura plus de solution, alors que aujourd'hui, on a encore la possibilité de faire quelque chose. Si on peut le faire, personne n'est contre. Lorsque personne n'a les 20%, lorsqu'il y a un vide, on va s'attendre à quoi? C'est ça l'inquiétude de la société civile actuellement. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, depuis l'élaboration, à ce jour, on continue de tirer la sonnette. Et alors, à quelle fin on va repréciser tout cela? S'il y a la possibilité, oui, allez-y. Il y a possibilité de réviser ce test, de le faire en sorte et d'associer tout ce qu'on peut associer, et la société civile, et les politiques, et les grands professeurs, les juristes, pour qu'on revoie le test et analyser ça dans tous les sens pour qu'à un niveau donné, qu'on ne soit pas bloqué, comme ça a été le cas lors de l'installation des maires pour les dernières élections communales qui nous a obligés à aller revoter une autre loi. Très bien. Alors, à l'analyse, Landry Angelo Adelakoun, l'opposition, c'est la peur même de ne pas pouvoir compétir. En amont, il pourrait même avoir des situations de blocage. C'est l'opacité dans la gestion de l'élection même. Ce n'est pas la peur. Il y a la réforme du système partisan qui a fait son temps et qui a eu plusieurs étapes. Non, il y a l'opacité, j'aimerais bien comprendre. Il y a un aspect. Juste avant de donner la parole à M. Il y a un aspect qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, quand on prend les institutions qui ont en charge l'organisation des élections, la première, c'est la NIP, qui va extraire la liste électorale. Voilà une agence qui est logée dans l'antichambre du président de la République, propriétaire de 2 partis politiques. Ça dit que c'est dans l'antichambre que la liste va être extraite. Ce sont des loin des acteurs électoraux, partis politiques, sociétés civiles, loin de tout ce monde. La Sénat a été mise en place au moment d'un parlement monocolore. Donc c'est juste le président de la République et son parlement qui sont représentés à la Sénat. La Cour constitutionnelle, pareil. Donc l'opposition n'est représentée nulle part dans les institutions qui ont en charge l'organisation des élections. Et si dans ces conditions, on a un code électoral qui permet la fraude, qui empêche aux partis d'opposition d'avoir les preuves des suffrages, avec possibilité pour l'autre qui est présent partout dans toutes les institutions de frauder. Donc, il y a vos inquiétudes sont en amont et en aval. En amont et en aval, bien. Alors, à l'analyse, lorsque vous observez très bien les critères qui ont été élaborés et mis en œuvre et qui seront appliqués, quand vous descendez dans les circonscriptions en ce qui concerne les 20%, il faut rappeler que, et on parle de 20%, mais d'abord, avant d'aller aux 20%, il faut avoir obtenu préalablement 10% au niveau national. C'est un double verrou. C'est un double verrou. Donc, si jamais, je ne vais pas dire UPR parce qu'il me semble comprendre les statistiques que UPR est un parti politique bien assis. Si jamais le BR, par exemple, n'arrivait pas à obtenir 10% au niveau national, n'attendez pas que l'accord préalable signé entre
UP le renouveau, voilà, et BR puissent avoir des faits au niveau des circonscriptions. Donc, il y aura un problème là. Maintenant, si les deux arrivaient à avoir 10% et qu'ils arrivaient à faire leur accord, nous allons voir si dans les 24 circonscriptions électorales, on pourra avoir les 20%. Ce sont des préoccupations, ce sont des analyses, mais quand on regarde les statistiques, depuis que nous faisons des élections, franchement, soyons honnêtes, soyons factuels, personne n'a obtenu 20% quelque part. Ça, ce sont des... Il faut pouvoir analyser et savoir. Et l'autre chose, je me demande, lorsqu'on a adopté un code électoral qui nous a permis d'aller aux élections, on a vu, et qu'on est revenu, je pense, en avril, en janvier ou mars 2024, pour adopter un autre code, pour faire une révision, une modification, je n'ai pas compris l'analyse ou l'étude qui a sous-tendu les modifications ou encore, je dirais, ce qu'on peut considérer comme étant les innovations du code. Qu'est-ce qui nous a amené à quitter 10% quand on prend le parrainage pour les élections présidentielles à aller à 15%? Donc là, nous sommes au niveau d'un verrou ou je dirais d'une extension numérique. Et on a quitté l'extension numérique pour créer une extension géographique, les 3/5. Donc on a doublé, on a augmenté 5% et on est allé dire 3/5. Nickel, il n'y a pas de souci. Mais dites-nous, quelle est l'analyse qui conduit à cela ou bien on se lève et puis on pose?